Bienvenue dans la deuxième partie du débat. Nous parlons ce soir d'un islam de France, une idée lancée il y a quelques mois maintenant par le gouvernement, mais qui doit se concrétiser avec la création d'une fondation pour l'islam de France. Je vous propose d'écouter tout de suite le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a reçu aujourd'hui plusieurs représentants musulmans pour en parler. La France est en guerre contre le terrorisme. Elle est en guerre contre un ennemi qui cherche à la diviser, à dresser les Français les uns contre les autres, à fractionner le corps de la nation, à anémier la République. Nous ne devons pas tomber dans ce piège mortel. Nous devons rappeler que la République a vocation à prendre dans ses bras tous ses enfants, quelles que soient leurs origines et leurs confessions. Ahmed Ogra, vous qui êtes à cette réunion aujourd'hui, on écoutait le ministre de l'Intérieur à l'instant, éviter les divisions que souhaitent voir justement les extrémistes en France. Nous sommes déjà tombés dans ce piège ces derniers mois. La France est dans un contexte très particulier après les attentats qu'on a vus ces derniers 18 mois. Est-ce vraiment le bon moment de lancer cette idée d'une fondation pour la France? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, moi, j'ai des voisins qui m'ont écrit. Depuis les événements des attentats, on dit on est des frères, on est des sœurs. Au contraire, ceux qui sont pour, je dirais, la concorde ou le vivre ensemble, ou avant on était des voisins, ils me disent on est des frères et sœurs maintenant. C'est des voisins qui me disent ça. Donc ceux qui sont pour une réussite de la nation, de cette nation, il n'y a aucun souci. Par contre, ceux pour soit ils ont un QI faible ou ils ont des pensées politiques, ça on peut rien faire. Eux, ils se font plaisir. Mais aujourd'hui, au contraire, moi je la vois encore plus soudée qu'avant, parce que les faiseurs de cette réussite, ils sont tous là. Très bien. Je voulais rappeler, cher monsieur, l'initiative qu'a eu le CFCM début août après l'assassinat ignoble du père Jacques Hamel à l'église Saint-Étienne du Rouvray. Et je regrette que ça n'a pas été pris en considération plus que ça. C'est l'appel à assister à la messe. J'ai pensé que c'était vraiment un acte fondateur pour la première fois. Et des milliers de musulmans sont partis dans les églises. Pour la première fois, il y avait une prise de conscience du poids du christianisme, du catholicisme dans ce pays, pas par rapport seulement à son ancrage historique, mais par l'assise qu'elle a fait de la laïcité dans ce pays. Et je regrette que ça a été un peu éclipsé par l'appel de ces 41 personnalités musulmanes à refonder l'islam de France, et je regrette parce que je trouve que c'est un acte vraiment très courageux et je crois que c'est une première. Donc bravo pour cette initiative. Et c'est justement après l'assassinat du père Hamel, Alexis Bachelet, que cette initiative a revu le jour. Alors elle n'est pas toute nouvelle puisque une tentative avait déjà vu le jour il y a quelques années maintenant. Ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci le moment est bon et que ça va fonctionner? On parle dans l'islam en France de plusieurs courants. Comment les rassembler autour d'une même idée d'un islam républicain? D'abord, moi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu déjà dans le passé des initiatives, des volontés, des tentatives, effectivement, de fédérer, d'unifier et de donner, au fond, plus de poids à la parole des Français de culture ou de culte musulman. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit aussi. Il y a une question de légitimité. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on ne fera pas ça sans les Français de culte et de culture musulmane. Donc, de ce point de vue-là, j'ai un premier regret, c'est que j'aurais souhaité que ce soit des personnalités de culture ou de culte musulmane qui soient partie prenante. De ce point de vue-là, la nomination de Jean-Pierre Chevènement a fait couler un petit peu d'encre, et je le comprends. Ça aurait été probablement le cas pour n'importe quelle autre personnalité. Oui, il a quand même pris, il a quand même pris des positions. Il a pris des positions que j'ai trouvées un petit peu maladroites et, pour tout dire, stigmatisantes. Et je crois qu'il aurait été mieux habile d'être économe de sa parole et de ne pas se précipiter dans les médias pour développer des propos qui parfois ont dérapé. Votre avis là-dessus? D'abord, le fait que ce soit un non-musulman qui soit le président de cette fondation, mais aussi un homme qui s'est quand même exprimé dans un sens très particulier au mois d'août. On l'a entendu appeler les musulmans en France à la discrétion. Bien, deux choses. La première, que le président de cette fondation ne soit pas un président musulman. C'est vrai qu'on peut le déplorer. Le président d'une fondation pour le protestantisme
est protestant, n'est pas catholique ou d'une autre tradition religieuse, c'est vrai. Je suis le premier à le déplorer. Il se trouve aussi, et malheureusement, ça ne nous fait peut-être pas plaisir, que depuis 10 ans maintenant qu'une tentative précédente a vu le jour, vu le chaos, l'incurie organique, ça ne s'est pas organisé. S'il faut maintenant, d'une manière transitoire, probatoire, temporaire, qu'il y ait un homme pour aller faire en sorte qu'on puisse vaincre l'inertie de départ, pourquoi pas, à titre personnel. Et ce n'est pas parce que j'en fais partie, j'ai toujours été très... Le second point, comme ça il n'y aura pas de troisième, c'est ce qu'il avait dit durant l'été. Si le mot en tant que tel, il appelait les musulmans plus de discrétion et maladroit, l'intégrité morale et la probité intellectuelle me poussent à dire qu'il n'avait rien dit d'autre qu'empruntant le mot de Tariq Obrou, qui lui-même avait appelé ses propres coreligionnaires à plus de discrétion. Il a dit « Je fais mienne la parole de Tariq Obrou, qui appelle ses coreligionnaires à plus de discrétion. » Donc, c'est vrai. Mais on n'appelle pas j'allais dire, Monseigneur 23, plus de discrétion le jour de la Semaine Sainte, quand il monte, quand il gravit, c'est Montmartre. Ahmed Ogra, voilà. Est-ce que les musulmans en France doivent faire preuve de plus de discrétion ? Non, ils doivent être discrets quand il le faut, mais ils doivent, je dirais, se montrer et quand nécessaire. Aujourd'hui, les musulmans sont assez matures pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, on était dans une période, il faisait très chaud, il y avait une canicule, donc il y a une température à la chauffer. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, il ne savait pas, il s'est exprimé, on l'a vu, on a déjeuné avec lui, et on a dit une remarque. Il s'est excusé, et il a dit que le message était mal compris. Mais par contre, il nous a garanti que la discrétion, il va la demander pour un autre corps que les musulmans. Il va la demander pour certains politiciens aussi d'être discrets sur les musulmans et sur les burkinis. Donc il nous a fait cette confiance. Il a dit, moi je serai de ce côté-là, faites-moi confiance. Donc il n'y a aucun souci avec monsieur Jean-Pierre Chevènement. Aujourd'hui, il est là pour 2 ans maximum. Après, il sera réélu peut-être, mais c'est pour 2 ans. Et il s'est engagé à donner le relais dès que possible, que les musulmans puissent trouver quelqu'un. Mais il est en fait pour faciliter, je dirais, l'amorçage d'une fondation qui est quand même créée par le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas été créé par les fédérations musulmanes. C'est une fédération, je dirais, qui a un sujet qui est l'islam, mais qui est laïque. Et où toutes les fondations qui représentent les musulmans en France n'ont pas été conviées, d'ailleurs. C'est aussi... Il n'y a aucune fédération qui est conviée. Il n'y a que le CFCM qui est convié. Il n'y a aucune fédération. Est-ce que ça n'écarte pas d'autres pensées, d'autres musulmans français qui devraient être entendus dans le contexte de ce débat? C'est un aspect culturel, sociologique, donc il n'y a pas besoin d'y être. Le devoir des fédérations est dans l'autre pilier, l'autre association jumelle, je dirais, qui est le cultuel. Donc ça sera une fédération, une association, qu'importe, mais c'est là le vrai défi des musulmans et des représentants du culte, je dirais, de toutes les pensées. Donc l'Union des organisations islamiques de France aura sa place? Bien sûr. Je voulais juste revenir sur la question de la discrétion auquel M. Chevènement faisait allusion. Moi, je pense qu'il n'est pas... Enfin, c'est pas la question de la discrétion, c'est donc appeler tous les Français, quelle que soit leur confession, à respecter les lois de la République. Point. Ça relève pas d'une religion particulière. Vous parliez de l'identité qui était un maître mot du discours de Nicolas Sarkozy et un chapitre très important de son dernier ouvrage. Nous sommes en France, dans une république qui a une identité, qui a certaines mœurs, des coutumes, des traditions qu'il faut respecter quand on vit dans ce pays. C'est aussi simple que ça. Mais qui n'interdit pas le port du burkini sur la plage. Jusqu'à aujourd'hui. On verra par la suite. Vous souhaitez que ça change? Non, mais le débat public... Vous êtes là en tant que représentant du candidat? Je suis en tant que secrétaire national du Parti Les Républicains. Mais pour l'instant, il n'est plus président. Monsieur Nicolas Sarkozy. Ancien président de la République, si vous préférez, cher monsieur. L'une des questions qui sera essentielle, Alexis Bachelet, sera le financement des mosquées. L'une des idées derrière cette fondation, derrière ce dont vous avez discuté aujourd'hui, c'est la façon dont les mosquées seront financées après. Ça n'est pas la fin du financement de l'étranger, mais le gouvernement souhaite que ça disparaisse petit à petit. Si le gouvernement, celui-là ou d'autres, souhaitent que ça disparaisse, et je pense que ce n'est pas une piste inintéressante, il faut effectivement donner les moyens aux Français musulmans qui souhaitent pratiquer leur culte de manière digne
de pouvoir le faire. Et donc nécessairement, ça passe notamment par le financement des mosquées, mais il y a aussi la question de la formation et du recrutement des imams qui aujourd'hui, permettez-moi de le dire, est laissé un petit peu à l'appréciation de chaque association cultuelle dans son coin. Et c'est vrai que moi, je ne me mêlerai pas de théologie, je suis élu de la République. Néanmoins, je dois dire que quand on nous dit qu'il y a des imams qui ne parlent pas français, je pense que ça pose véritablement problème dans notre République. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a des manques à combler. Et je pense que, paradoxalement, alors qu'on parle beaucoup de cette fondation de l'Islam de France, peut-être que la chose la plus importante dans les annonces d'aujourd'hui, c'est justement la création de cette association à vocation cultuelle qui aidera à construire le culte musulman, mais dans un cadre et avec des règles qui aujourd'hui n'existent pas. Aujourd'hui, donc, moi je suis heureux j'ai regardé un peu la presse. Aujourd'hui, la première fois qu'on a des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, le financement étranger, 10-15%. Je ne sais pas d'où il vient, mais moi je parie que le financement de toutes les mosquées sur 30 ans, il est moins de 5%. On en fait tout un tas. Oui, parce qu'il faut voir surtout l'origine, je pense, de ces financements. Non, mais sur les... Plus que le volume. Je vous lance un défi. C'est ouvert, on n'a rien à se cacher. Aujourd'hui, les musulmans financent eux-mêmes leurs mosquées. Symboliquement, il y a certains pays qui financent des mosquées directes. Ça fait beaucoup de bruit. Mais il faut relativiser. Il faut relativiser, mais il faut regarder aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, le financement des pays et le financement des personnes privées qui sont de nationalité étrangère. Et ça, je sais pas si on peut le comptabiliser. Mais aujourd'hui, quand M. Poutine finance à 100 millions d'euros, je dirais... comparer M. Poutine... c'est un financement étranger. Les églises orthodoxes, vous voulez dire. C'est pour ça que je parlais de l'origine. Aujourd'hui, quand un musulman finance, ça pose problème, qu'il soit étranger, et quand c'est quelqu'un d'autre, ça pose pas de problème. Non, ça pose problème quand ça vient de pays qui soutiennent les fondamentalistes et les islamistes. Mais il y a des lois internationales, il faut les appliquer. Mais alors, donc en France, il y a une partie du financement des mosquées qui vient de l'étranger, et ça ne vous pose pas de problème? Ça ne me pose pas du tout de problème. Tant qu'il y a une traçabilité, il y a Tracfin, c'est transparent. Il faut que ce soit transparent. Et aujourd'hui, j'ai vu aucun financement d'un pays étranger avec des valises en liquide qui arrivent avec un Boeing privé. Tout est tracé. Donc, ne faisons pas l'amalgame, donnons les vrais chiffres, les dons, les vrais montants. Si tout est tracé, traçable, qu'est-ce qui vient avec cet argent? C'est ça la question finalement. Si on en a tant parlé ces dernières années, c'est qu'on se dit que finalement, ça donne de l'influence à certaines formes de l'islam plus extrémistes. Est-ce que c'est le cas? Conformément au vieil adage qui dit que celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique, bien entendu, que je sache, moi je n'ai pas vu quelqu'un donner des sous sans que ça soit assujetti à des conditions derrière. C'est clair. C'est vrai que sur les 2500 mosquées et salles de prière dans notre pays, il y aurait 5-6 mosquées au plus. Mais le mais est de taille. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière comme idée. Maintenant, si tout se fait d'une manière transparente, avec des organismes de contrôle, la Cour des comptes derrière, et ce sont des souscriptions nationales et internationales, eh bien, pourquoi pas, puisque nous sommes dans un état de droit et la législation en vigueur est respectée. Que je sache, la cathédrale d'Évry a été aussi financée par des souscriptions venant de l'étranger et que l'exemple de l'Église orthodoxe, l'ancienne maison de Météo France, de toute façon, vient aussi par des financements venant de l'étranger. En ce qui concerne le fait d'encourager le fondamentalisme, l'extrémisme, le radicalisme, etc., tous ces ismes qui nous étouffent et qui nous tuent, il y a lieu d'y mettre le holà, mais encore une fois, à la République, dans le cadre du droit, de faire preuve d'autorité, respectant à la fois le droit et la loi. Présent. Nadia Amo? Oui, non, je disais c'était quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Enfin, un contrôle vraiment étroit de la source de ces financements. Et pourtant, sous la présidence de M. Sarkozy, les mêmes, je dirais... Oui, enfin, on n'avait pas 237 morts sur les bras à cette époque. Oui, ce qui a changé, c'est justement les effets de l'extrémisme en France. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans les pays musulmans, c'est 237 morts par demi-journée.
Oui, enfin. Donc, mais c'est pas pour une raison qu'ils vont changer toutes les lois. Donc, il faut quand même relativiser. Je dirais. Vous allez en Algérie, il y a aussi des traques extraordinaires contre les islamistes fondamentalistes. Au Maroc, c'est pareil. Hein, D'accord, mais je veux dire, il faut relativiser. On a un devoir vis-à-vis. Autrement plus sévère qu'en France. On a un devoir de dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre. C'est pour ça que les musulmans, ça ne pose pas de problème de rentrer dans une fondation, dans une association. On dit qu'on interdit tout financement. Ça ne nous pose pas de problème. Parce que dans la réalité, dans la pratique, elle ne se fait pas. Le financement, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est les fidèles qui financent tout simplement. Ça ne pose pas du problème. Mais par contre, on n'a pas besoin de créer des faux problèmes, ce qu'on ne veut pas. Alexis Bachelet. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aller dans le sens de toute action qui fera la transparence, que ce soit sur les questions de financement, que ce soit sur les questions de formation et de recrutement, parce que sinon, il y a beaucoup de fantasmes. Et ces fantasmes, ils sont instrumentalisés dans le débat public pour faire peur, pour effrayer la majorité de nos compatriotes qui ne connaissent pas l'islam ou qui ne fréquentent pas des compatriotes musulmans et qui, du coup, entendent des choses fantasmées, grossies, et qui peuvent effectivement se faire une fausse idée de la réalité. Donc je pense qu'il faut faire de la transparence. Et j'ajouterais que si cette association, elle peut aussi parfois servir de médiateur entre des communes, parce qu'on parle beaucoup des financements étrangers, mais moi je peux vous dire que je connais des communes où le maire a beaucoup plus d'influence sur la mosquée que je ne sais quel pays du Maghreb ou du Machrek. Parce que ce sont parfois les communes qui permettent de construire des mosquées parce qu'elles cèdent des terrains sur lesquels il n'y a pas de construction de mosquées. Et c'est vrai que souvent, ce sont les fidèles qui financent et cofinancent. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut aussi que ces constructions de mosquées, elles soient apaisées, que ça ne devienne pas comme à Fréjus ou à Nice, des outils de prise en otage des uns ou des autres dans un débat politique qui, on le voit souvent, sur ces questions-là, et n'est pas facteur d'équilibre et d'apaisement, mais parfois souvent de conflit et d'instrumentalisation. Excusez-moi, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas fantasmé. Il existe bien des mosquées salafistes qui sont en Elles ont été fermées. Je n'en ai pas la liste, je n'en sais rien. Mais c'est pas fantasmé. C'est une réalité qu'on vit. Les terroristes qui ont assassiné des compatriotes français ont aussi fréquenté certaines mosquées. Je veux dire, c'est pas du tout une réalité fantasmée, c'est réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La radicalisation, elle se fait plus sur Internet que dans les mosquées. Renseignez-vous. Je vous assure que dans les parcours de ces terroristes, on voit bien que c'est moins ceux qui fréquentent et qui prient et qui croient. Les vrais croyants, je pense, ne vont pas aller se faire exploser. C'est un faisceau de vecteurs. Il n'y a pas simplement Internet, il y a Internet, il y a aussi la rencontre de musulmans radicalisés dans certaines mosquées, c'est un tout. Dans les 237 morts, il y a combien de musulmans, madame? C'est pas mon problème, ça, monsieur. Moi, j'ai 237 Français qui sont morts, qui ont été assassinés. Les musulmans, leur confession. Ils ont plus de légitimité, je dirais, à dire la vérité. Où ils sont radicalisés, comment ils sont radicalisés. Aujourd'hui, on est à ras-le-bol d'avoir un dictat en disant c'est comme ça se passe via les mosquées, via les imams. Non, on a eu des rapports, via Google. D'ailleurs, fait par vos collègues, cher monsieur, sur le radicalisme. On a des rapports de députés très honorables, de sénateurs sur ces questions. Gala Benchek, en écoutant ce débat, on se rend compte qu'il est déjà politisé. On est déjà dans un débat politique. Donc je reviens à la question initiale. Est-ce qu'il est possible, dans le climat actuel, avec une campagne électorale qui va forcément se définir autour de questions comme celle dont on a entendu parler ce soir, peut-on vraiment imaginer que la création de cette fondation permettra d'avoir un débat plus apaisé, moins d'incompréhension autour de ces questions qui divisent déjà tant? Oui. Que faire? Subir la situation? Non, il faut du volontarisme et c'est devenu une affaire de citoyens. Et les citoyens français de confession islamique doivent aussi s'engager à travers cette institution, cette instance, pour qu'il y ait, encore une fois, la possibilité par les colloques, les conférences, les symposia, les forums, les congrès, et par le travail d'éducation, par le travail de sensibilisation, à ce que nous sortions de l'ornière. Deuxième point, vous savez, moi je suis surpris par le paradoxe auquel nous assistons. Nous sommes dans un État laïque et en principe les questions cultuelles sont déconnectées des questions politiques. Et voilà qu'au cœur du débat pour les primaires, notamment à droite, la question islamique s'est invitée. Et à titre personnel... C'est pas la question islamique, c'est la question du fondamentalisme, c'est différent.
Le fondamentalisme islamiste, c'est très bien. Simplement, moi, je sais que... C'est pas l'islam qui dérange dans notre pays. L'islam a toute sa place dans notre pays, comme les autres religions. Alors, y compris le halal. Oui. C'est pas fondamentaliste de manger. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps et je voudrais rendre votre tâche facile. Sinon, je reviendrai sur les mots, sur les expressions, sur les mots qui ont été utilisés, le champ sémantique en tant que tel. À mon avis, je reconnais à titre personnel, surtout quand on brigue mon suffrage pour aller jouir des dorures de la République. Donc, je donne mon avis. Je reconnais l'homme d'État de celui ou la femme de la culture du bien public, de deux choses l'une. Soit on a une parole publique qui est responsable et qui apaise, soit on a une parabole qui excite. Or, ce n'est pas bon, en l'état actuel des choses, d'attiser et d'aller caresser les bas instincts de nos compatriotes. Alors, il y a quand même une inquiétude de la justement, part je vais devoir vous couper, on arrive à la fin du temps que nous avions. On va faire un petit point maintenant sur ce qu'en disent les internautes avec Lorman. Bonsoir. Laure Manin, donc on va faire jeter un coup d'œil sur les médias. On parle bien entendu de cet islam de France dont il a été question aujourd'hui place Beauvau et dont on a parlé ce soir dans le débat. Absolument, avec bien sûr le retour sur la nomination de Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation pour l'Islam de France et notamment cette interview donnée ce matin à nos confrères de France Inter et qui a fait énormément réagir sur la toile. Jean-Pierre Chevènement enchaîne les bourdes sur l'islam, explique le Huffington Post, avec notamment cette phrase « Je connais bien le monde musulman, j'ai visité le Caire et Alger il y a 40-50 ans ». Cette phrase a été tronquée, issue, sortie de son contexte. Évidemment, elle a fait énormément réagir sur la toile, avec évidemment des réactions des tweetos, avec notamment celle-ci reprise donc, sous forme de hashtag, le mot dièse. « Je connais bien le monde musulman, j'étais au Club Med à Djerba, je connais bien le monde musulman, je compte en chiffres arabes, je connais bien le monde musulman. J'avais la cassette de 1, 2, 3 Soleil, ce groupe fondé par Tahar, Khaled et Faudel, donc des chanteurs du monde musulman. Et puis, je connais bien le monde musulman, ma grand-mère portait le voile. Et voilà. Et cette dernière, j'ai vu OSS 117, cet inénarrable espion ancien d'une certaine France, avec certaines idées un peu poussiéreuses, qui était incarnées par Jean Dujardin au cinéma, OSS 117, Le Caire, nid d'espions. Je vous propose de regarder un court extrait de ce film. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons ou des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Voilà, donc c'est un espion pas très au fait de l'actualité du monde arabo-musulman et qui donc est un petit clin d'œil à cette histoire avec Jean-Pierre Chevènement, mais cette phrase a été tronquée. La fin de la phrase, c'est « Après, je suis allée au Caire et à Alger il y a 40 ou 50 ans. La plupart des femmes ne portaient pas le voile. Il y a une tendance de fond de ce qu'il faut bien appeler la montée du fondamentalisme religieux qui fait que l'immense majorité des femmes ne peuvent pas sortir dans la rue sans porter de voile. » Voilà ce que c'était la phrase dans son ensemble. Malgré tout, quand même très différent de ce qui a été... C'est très différent, absolument, mais les internautes ont retenu la première partie de la phrase. Certains ont blagué, d'autres se sont vraiment émus. Mais d'autres propos de Jean-Pierre Chevènement ce même matin ont également ont attiré les foudres des élus de Seine-Saint-Denis. Il y a à Saint-Denis, par exemple, 135 nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu. Je cite encore une fois Jean-Pierre Chevènement. La nationalité sous-entendue qui a quasiment disparu, c'est la nationalité française. Et ça a beaucoup déplu aux élus. C'est une réalité aussi. Ça a beaucoup déplu, en tout cas, aux élus du département. Stéphane Troussel. Non, j'y suis encore allée la semaine dernière. C'est pas une caricature. Vous avez demandé la carte d'identité de tous les gens que vous avez croisés dans le Ces gens sont quand même beaucoup français. Ils sont des origines étrangères, mais il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, ce n'est pas du tout le même paysage qu'aujourd'hui. Toujours est-il que ces élus ont réagi. Beaucoup demandent la démission, ou en tout cas le fait qu'on ne nomme pas. C'est la différence entre nous.
Moi, j'habite en banlieue parisienne. Moi, je suis j'ai à vécu quelques 30 ans, kilomètres cher de monsieur. Saint-Denis. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Non, monsieur. Je prends la ligne 13 tous les jours, madame. Excusez-moi, monsieur. Je prends la ligne 13 tous les jours. On continuera le débat. Vous prenez la ligne 13. Vous savez de quoi on parle? On continuera le débat tout de Moi, je suite prends la ligne après. 13 pour aller à l'Assemblée nationale. Laure Manin. Tous les jours. Bien sûr. Toujours est-il que je vous reflète le sentiment ôtez vos des lunettes. élus de ce département. Stéphane Troussel, ça l'a beaucoup choqué. Également, le Mathieu Hanotin, élu du département, qui demande sur change.org une pétition. Il a lancé cette pétition pour demander la démission, en tout cas l'absence de nomination de Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation pour l'Islam de France. C'était tout. Laure Manin, merci beaucoup. Un œil sur les médias. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé à ce débat ce soir. Après cette réunion au ministère de l'Intérieur, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un tout nouveau débat sur France 24. Bonsoir.